On accueille sur le plateau de Elbala tout de suite. La photo? Oui, là. Angélique Umugwaneza, elle est rwandaise. Elle a senti... vous pouvez vous asseoir ici, bienvenue. Merci. Madame Angélique Umugwaneza, bienvenue au Togo, bienvenue sur notre plateau. Vous êtes rwandaise, comme je le disais. Et sur la couverture, une bande sur votre livre disait « Je sentais qu'en tant que survivante, je devais parler ». Je sentais qu'en tant que survivante, je devais parler. Ça nous dit tout, ça nous dit que c'est l'histoire des moments, des pages sombres du Rwanda. Eric, le show, c'est bon. Je sentais que c'est les pages sombres de l'histoire du Rwanda. Votre expérience que vous avez traversée, que vous partagez avec nous ici. C'est cela. Ça a pris du temps, hein? Absolument. Et ça a pris du temps. Et d'abord, il faudrait se ressaisir. Et puis se lancer dans un projet qui est difficile. Et après, il y a une question de trouver quelqu'un qui est intéressé pour le publier. Et donc, c'était un projet de beaucoup d'années. C'est cela. Ouais. Alors, je m'en vais vous lire un peu le résumé qui est derrière le livre, aux fidèles téléspectateurs. Le 18 août 1994, à 5 heures, nous avons pris la route. La frontière avec le Zaïre était à 150 km. Maman disait qu'il nous faudrait tout au plus 3 jours pour arriver. C'était peu réaliste, mais j'avais 16 ans, qu'en savais-je? Elle voulait, je crois, nous donner le courage de faire ce qu'elle estimait nécessaire. Nous devions marcher jour et nuit, sortir du Rwanda avant que les Français ne se retirent du pays. C'était dur. Nous n'arrêtions pas de marcher. Vers le soir, nous sommes arrivés à Kitabi, où nous devions passer la nuit. Le dernier village avant la grande forêt de Nyungwe. Traverser la forêt en voiture prenait 1 heure, disait maman. Mais combien de temps faudrait-il à pied? Personne ne le savait. Et donc vous avez traversé cette frontière-là en quittant le Rwanda ce 18 août 1994. Comment ça s'est passé à la frontière? Dans la forêt, vous avez traversé en combien de temps finalement? Bon, ça c'était la première. Hein. Et il y en aura beaucoup plus grande et dangereuse après. Mais ça, c'était un petit tour de 3 jours. Ça nous a pris 3 jours. Petit? Ouais. Attendez, petit tour de 3 jours? Ah oui, oui, oui. Dans une forêt sauvage? Oui. Ça, c'était petit. Après, il y en aura ce que je suis en train de dire. Oui, et où on va passer des mois et des mois. En forêt? Oui. On mangeait quoi? Oui, on mangeait quoi? On mangeait ce qu'on pouvait manger. S'il y avait à manger, on mangeait. S'il n'y en avait pas, il n'y en avait pas. Mais il fallait marcher, il fallait de l'énergie pour marcher. Oui, et ce qui veut dire aussi qu'à force de manquer à manger, il y en a qui ont crevé en route. Des gens qui avaient faim et qui n'avaient rien à manger. Et puis, peut-être qu'il y avait une petite maladie, pas très compliquée, mais il n'y avait rien comme possibilité. Et puis, bon, le soigner. Alors, vous étiez nombreux à traverser la frontière? Vous étiez, vous, votre maman et vos frères et sœurs, combien? Bon, dans un premier temps, on était très nombreux. Là, le passage que vous venez de lire, c'est un passage où encore on est au Rwanda. Vous étiez au Rwanda, c'était en début de l'exil? Et là, c'était vraiment, disons, l'exode. Et donc, tout est marin des gens qui quittaient le Rwanda pour se réfugier en RDC? Zaïre, oui, voilà, RDC. Et là, on était très nombreux. Je pense qu'il y avait jusqu'à 2 millions de gens. Hein, mais au fur et à mesure, les gens restaient dans la forêt. Oui, ça diminuait. Ça diminuait pour plusieurs raisons. Et je viens d'en citer quelques-unes. Et donc, il y avait ce problème de manque de nourriture et qui était un tueur. Il y avait aussi des poursuites où les gens étaient tués. Les gens étaient tués? Oui. La guerre vous rattrapait dans la forêt? Oui, absolument. Et puis, il y avait aussi des maladies qui aussi étaient une cause de mort parce qu'on était parti si loin et dans des environnements si hostiles. Et que juste si tu attrapais une maladie, il n'y avait pas de médecin, il n'y avait pas de moyen de se soigner. Ouais. Comment vous en êtes sorti, vous? À quoi est-ce que vous... Alors finalement, vous, avec vos parents, vous étiez combien dans votre famille qui fuyait? On était 5. Vous étiez 5. Ouais. Votre maman? Et ma maman, mon grand frère, ma petite soeur, mon petit frère et moi-même. Et vous-même. Ouais. Et donc... comment est-ce que vous en êtes sorti? Bon, disons... C'est la providence, c'est le courage. Disons, quand on est sorti, donc à la fin de la fuite, on était 2. À sortir de la forêt? Oui. Et donc, il y a eu des pertes en route.
et pour des raisons qu'on a citées. Et après, bon, pourquoi moi et ma soeur, on est sortis de cette forêt, de cette fuite? Et c'est un peu compliqué d'expliquer parce que il y a eu des choses. Il y a eu disons des assassinats, il y a eu de la faim, il y a eu la fatigue qui tuait les gens. Et après, il y en a qui ont pu quand même sortir de la forêt. Et je pense que c'est difficile parfois pour moi de voir finalement pourquoi. Le pourquoi, pour moi, ça reste vraiment une question sans réponse. Parce que j'ai vu les gens se battre. Et les gens vraiment beaucoup plus forts que moi. Mais ça n'a pas marché pour eux. Et moi, je pense que j'étais en fait la plus faible des faibles. Mais ça a marché pour moi. Et alors, pourquoi je suis sortie de la forêt? Question toujours pour laquelle je n'ai pas de réponse. C'est cela. Et vous en parlez encore aujourd'hui avec toute cette émotion que vous communiquez avec les larmes aux yeux, Ouais. honnêtement, parce que vous avez laissé 3 membres de votre famille là, dans cette forêt-là et vous êtes sortis. Et vous avez été au Congo. Oui. Et là, J'ai été donc au Congo RDC aujourd'hui. Et là on était dans les camps des réfugiés et où on a passé 2 ans dans les camps, vous imaginez. Et après les camps ont été attaqués et donc on a dû encore prendre fuite et on est parti et donc on a dû traverser le Congo. Et c'est un pays assez vaste. Si quelqu'un a une idée de la taille du Congo et démocratique, voilà, RDC. Et donc on est parti de l'est à l'ouest. On a traversé la frontière à pied. Donc on a d'abord traversé et donc du Congo RDC en Congo Brazzaville. Oui. Et de là aussi, approximativement combien de kilomètres on pourrait voir sur la je carte? pense on dit que c'est 3000 kilomètres qu'on a fait à pied pendant un temps de, disons, 6 mois. 3000 kilomètres à pied. Ça doit maintenir en forme. Hein? Non, je pense que si j'avais le choix, j'aurais dû dire non merci. Oui, bien sûr. Alors, vous sentiez le besoin de parler, c'est ce que vous dites. Ouais. Vous sentiez le besoin de parler pour vous soulager ou pour partager votre espérance avec les autres peuples, pour leur montrer combien la paix est importante, peut-être. Alors, je pense qu'il y a les deux objectifs avec ce livre. Et donc, j'ai vu beaucoup de choses. Et j'ai vécu beaucoup de choses en route. Et quelque part, c'était une charge. Oui, c'est un gros poids. C'était un poids que je portais. Et ce qui était aussi un peu bizarre, c'est que je ne voulais pas oublier. Mais je me rendais compte aussi que pour avoir une vie normale, il fallait oublier, il faudrait tout ça. Plus ou moins, je ne sais pas, je ne voulais pas oublier, je voulais juste gérer d'une façon ou d'une autre. Et gérer, oui, ça peut comprendre aussi oublier, mais je ne voulais pas oublier. Alors, moi, je me disais qu'il faudrait que je mette ces expériences sur le papier. Et comme ça allait alléger un peu et ce poids que je portais. Et sinon, franchement, j'étais triste tout le temps. Et j'étais toujours dans ces mêmes scènes, et je voyais les choses, et je revoyais les choses, et ça faisait que j'étais quelque part bloquée dans ma vie. Alors, je me suis dit qu'il faudrait que je fasse quelque chose là-dessus. Et l'idée pour moi, c'était d'écrire ça. Alors, ça, c'était vraiment au niveau personnel où moi, je me battais avec ces fantômes du passé en cherchant à les surmonter d'une façon ou d'une autre afin de pouvoir aussi, disons, retourner à une vie normale. Une deuxième chose, pour moi, c'était aussi de partager avec le monde et cette histoire qui me semblait aussi vraiment oubliée. Et bon, j'étais au Rwanda et quand il y a eu le génocide, j'étais là, j'ai vu les choses. J'étais au Congo où je crois aussi avoir la même chose que j'ai vu au Rwanda, mais c'est comme si vraiment ce qui s'était passé au Rwanda, c'était tout ce qui se disait, c'était tout ce qui c'était même
ce qui, disons, semblait diriger les décisions des grandes personnalités du monde qui voudraient quelque chose de bien pour le Rwanda. Mais ce qui s'était passé au Congo, personne n'en parlait. Et moi, je trouvais que c'était injuste. Parce que moi, je voyais les mêmes choses. La même chose. Je voyais les mêmes choses. Alors, je me suis dit que quand même, en tant que survivante de cette tragédie, ma tâche aussi était de parler pour ces gens qui n'ont pas pu parler. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont crevé, qui sont morts sur la route, qui ont été attaqués, qui se sont fait tuer et qui sont morts de plusieurs choses. Et c'est un nombre quand même considérable aussi. Alors je me disais, mais quand même, certains êtres humains ne peuvent pas compter plus que certains autres êtres humains. Et alors pour moi, c'était vraiment aussi de soulever cette question. Pourquoi pas et pourquoi on n'en parlait pas? Est-ce que, bon, ma famille que j'ai perdue au Congo, et ça c'est ma famille, la personne au Rwanda qui a perdu sa famille, c'est quoi la différence? Perte, c'est perte. Alors je me disais qu'il faudrait quand même qu'on adresse les deux. Choses qui se sont passées et qu'on puisse peut-être aussi envisager d'avoir comme une approche un peu plus large par rapport à la crise du Rwanda, au lieu de se focaliser sur une seule chose et puis dire ok, on agit selon ça. Alors depuis 2014, l'année dernière, c'est sorti ce livre, il y a que quelques mois, et vous vous sentez mieux? Ça va? Vous avez laissé les écrits pour la postérité. Aujourd'hui, les gens vont partager ce vécu-là. On va voir on va lire et on va vivre ce que vous avez vu, ce que vous avez vécu et que les médias n'ont pas forcément dit. Alors, ce livre était sorti d'abord en danois, et donc j'étais partie au Danemark à l'époque. Oui, parce que là, on en parlera pour finir, votre exil vous a emmené au Danemark. Voilà, donc je suis allée au Danemark, et au Danemark, on m'a offert quand même de recommencer à zéro. Mais moi, j'avais difficile à recommencer à zéro parce que j'avais ça comme bagage. Et alors, j'ai dû quand même essayer un peu de me débarrasser un peu de ça, ou alors de gérer ça. Et donc on l'a publié en fait en 2008. En 2008 en danois. Et ça c'était une traduction en français qui s'est publiée l'année passée. C'est cela. Il faut dire que vous aviez 16 ans à l'époque. Non, j'avais 13 ans quand 13 ans quand vous avez quitté le Rwanda, mais 16 ans arrivé au Danemark. Non, 16 ans, je suis arrivée en RCA en fait, République centrafricaine. Centrafricaine. Ok. Mais c'était à partir de 13 ans que vous aviez quitté votre pays. Vous êtes retourné au Rwanda depuis quand? Je ne suis pas encore allée. Depuis que vous avez eu 13 ans, depuis 1994, depuis ce 18 août 1994 à 5 heures, vous n'êtes pas retourné au Rwanda. Pourquoi? Je pense que il y a une question plus ou moins psychologique qui s'oppose parce que, écoutez, il y a eu beaucoup de choses que j'ai vues en tant qu'enfant, et ces choses, c'est des choses concrètes. C'est des lieux concrets, c'est des personnes concrètes, c'est des lieux où j'ai vu quelqu'un tomber, être tué, c'est ses voisins et autres j'avais grandi devant eux, et du coup ils s'étaient transformés en autre chose et ils ont tué. Et quelquefois j'ai pas envie de piétiner ce village encore, et j'ai pas envie de revoir ces gens. Et je pense qu'à un moment donné, peut-être il faudra que je le fasse, mais je pense qu'il me faut un processus psychologique qui me permette de pouvoir m'y retrouver, et comme si pouvoir être là sans que je devienne, je ne sais pas, disons, mentalement un peu affectée. Voilà, désolée. Désolée, c'est comme ça à chaque fois. Mais de toute façon, je pense qu'il y a ce processus psychologique qu'il me faut. Et pour moi, bon, disons, à mon stade aujourd'hui, je pense que j'ai tellement de choses à faire que je trouve intéressantes. Et je n'ai pas envie d'aller me faire, disons... j'ai pas envie de parcourir ce processus pour le moment. Pour le moment. Peut-être que ça viendra plus tard, mais pour le moment, je ne sens pas, c'est pas pressant. Vous avez une famille au Danemark? Oui, j'ai une soeur, j'ai ma soeur. Vous êtes votre soeur? Ouais. C'est là qu'on a traversé bien sûr, ensemble les survivantes du trajet de la forêt. Alors, vous, depuis votre histoire, vous vous êtes reconverti, vous travaillez aujourd'hui avec les réfugiés en Centrafrique, vous accordez votre temps à ces personnes qui traversent les mêmes choses que vous parce que vous les vivez plus. C'était un choix systématique pour pouvoir... oui, voilà. Je pense que quelque part,
Vous savez, cette histoire, pour moi, c'est un truc que je devrais gérer toute ma vie. Alors, donc, quand j'étais réfugiée, je pense que j'ai eu le sentiment que la communauté internationale nous avait abandonnés. Et il y a quelque chose aussi qui montre qu'en tout cas, il y avait les gens qui ne s'intéressaient pas au sort des réfugiés et quand on était au Congo. Et parce qu'il y avait des connotations négatives à notre endroit. Donc, ça ne valait pas la peine. Maintenant, bon, les réfugiés sont là et tout le temps. Et moi, quand je suis arrivée au Danemark et que j'ai eu la chance d'étudier, et j'ai choisi les sciences politiques parce que je voudrais comprendre certaines choses. Pourquoi pourquoi les relations internationales se sont passées comme cela? Pourquoi les choses se font comme ça? Et vous avez fait les sciences politiques. Alors, donc mon ambition était vraiment de pouvoir travailler dans ce domaine. Et peut-être au niveau concret, aller aussi être impliqué dans ces projets d'assistance et de protection des réfugiés pour voir en fait comment ça se fait. Et pouvoir changer quelque chose, si vous pouviez changer quelque chose. Je ne sais pas, je pense que je suis curieuse et je voudrais aussi comprendre un peu mon passé. Il y a vraiment une approche aussi individualiste là, dans ce sens. Je voudrais comprendre certaines choses, comment ces institutions fonctionnent et qu'est-ce qui fait que parfois il y a des situations et puis les gens ferment les yeux et les oreilles ne veulent pas vraiment réagir devant. Qu'est-ce qui se passe? Alors je suis là pour comprendre d'abord moi-même, mais aussi j'espère que ma présence aussi peut contribuer à aider certaines personnes qui sont en besoin. Et je pense que c'est ça. C'est pour cela. Alors ce livre, vous l'avez présenté très récemment au Goethe Institut à Lomé. Est-ce qu'on l'a déjà en librairie ici au Togo, Les enfants du Rwanda? On est en discussion avec la librairie Le Bon Pasteur. Et j'ai déjà vu qu'ils sont en échange avec l'éditeur. Et l'idée est qu'on puisse avoir ces livres là-bas et que les gens puissent les acheter là-bas. Au Togo ici. Donc je ne connais pas et je ne sais pas quand est-ce que ça sera disponible. Mais ce sera à la librairie Bon Pasteur. Oui. Les enfants du Rwanda, Angélique Umugwaneza. Et les livres, on pourra les lire au Rwanda? Vous y allez? Je ne le crois pas. Votre œuvre devrait y aller. Oui, mais je ne le crois pas qu'on peut le lire au Rwanda. Pourquoi? Et là, vraiment, c'est un peu sensible et je m'excuse. Et je suis en train de raconter une histoire qui n'est pas acceptée au Rwanda. Donc, il y a eu, comme je disais, des événements au Rwanda. Et ces événements ont été promus par le gouvernement rwandais et qui semble avoir convaincu la communauté internationale que c'est ainsi que les choses se sont faites. Et le gouvernement rwandais, si tu parles de cette histoire... Donc, ce n'est pas cette version qui est la version officielle. Non, pas du tout. Donc, il y aura censure forcément. Ils ne veulent pas qu'on en parle. Et si on en parle, je pense qu'on a des problèmes avec eux. Peut-être aussi une petite raison, quelque chose qui m'empêche d'envisager d'aller au Rwanda tout de suite. Donc voilà, je ne crois pas que tu puisses vendre ce livre au Rwanda. Je ne le crois pas. Parce que c'est une version de l'histoire qu'on voudrait enterrer, en tout cas de la part du gouvernement. Et donc, oui, bon, on peut le lire ailleurs, mais pas là-bas. Alors, pour tous ceux qui aiment la culture, tous ceux qui aiment mélanger les horizons, tous ceux qui aiment faire la part des choses, avoir la version officielle, mais aussi la version des survivants, des personnes qui ont vécu ces événements, guettez Les enfants du Rwanda à la librairie Bon Pasteur à Lomé, et puis lisez et partagez. Vous avez reçu beaucoup de courage, les messages de plusieurs de nos téléspectateurs qui disent du courage, que Dieu vous aide à penser votre plaie, vous êtes une héroïne, voilà, et on est de cœur avec vous. Et même depuis Paris, il y a une dame qui réagit. C'est sûr que vous avez un suivi psychologique pour gérer la douleur, pour surmonter tout ça. Toujours, vous ne sentez pas encore... bon, pour finir, en 10 secondes. Bon, moi, je pense que je suis consciente de ma situation. Et je sais aussi qu'il y a des choses que je dois faire. Il y en a qui me semblent prioritaires, mais il y en a aussi qui me semblent pas prioritaires. Donc, j'essaie un peu de vivre ma vie et comme si profiter de ce qui me semble positif et qui me semble aussi comme si m'aider à me développer comme un individu, comme un être humain. Et puis, le reste, on verra. On verra. Ben, merci bien d'être passé. Alors, vous êtes arrivé juste hier, vous repartez déjà demain. Merci d'avoir fait le crochet chez nous pour partager votre expérience avec nous. À très bientôt. À très bientôt. On prend la photo d'ailleurs ensemble, le temps qu'Esther et Ntifafa Kantata s'installent pour nous dire ce qu'ils ont ramené par ici. On prend la photo par ici, ce qu'ils vous ont ramené de Ouagadougou, du FESPACO. La pause pour la pause.
Ah oui, super. Alors Esther s'installe avec... c'est bon? Merci bien. Très belle journée à vous. Merci. À plus tard.